Emmanuel Portaneri, bonjour. Alors vous avez coécrit Quand les animaux inspirent l'entreprise aux éditions ESF Sciences Humaines, qui est un livre avec énormément d'informations et notamment vous parlez des subordonnés, parce que c'est vrai qu'on est toujours un peu obsédé par les leaders, les chefs, les patrons, mais vous dites que le subordonné en fait est très important, notamment déjà dans le monde animal. Oui, dans le monde animal, Lionel, les subordonnés, finalement, tout comme les leaders, en fait, permettent à la communauté de vivre dans de bonnes conditions. Le leader va tracer la voie, c'est vrai, et en même temps, il a besoin de ses subordonnés. Dans le monde animal, le niveau hiérarchique est très bien réparti, de différentes manières, avec des leaders dominants, avec effectivement des personnes plus subalternes, des personnes qui veulent petit à petit rentrer dans la communauté, et un subordonné a des fonctions importantes. Par exemple, un subordonné chez les chimpanzés qui a envie de manger un peu plus que ce qu'on lui avait donné, va protester auprès du leader qui, au bout d'un moment, va quand même, devant sa crise de nerfs, lui donner quelque chose. Bon. Chez les macaques, c'est différent. Les macaques sont beaucoup moins tolérants, ce qui fait que le subordonné a beaucoup protesté, il n'aura rien. Voilà. En même temps, chez les subordonnés, on a aussi des stratégies spécifiques. Par exemple, une femelle subordonnée avec un petit va s'approcher du macaque qui ne la laissera pas venir, sauf si elle a un petit, quand il mange. C'est important, les macaques aiment bien manger tranquille, quoi. Voilà. Et en même temps, vous avez aussi, au niveau des subordonnés qui vont protéger la communauté. Ça, c'est aussi au point très important. On a des subordonnés qui, par exemple, tout en étant les plus costauds de leur groupe, n'ont pas d'ambition sociale. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont être présents, ils vont aider les mères avec leurs petits, ils vont aider effectivement à la défense de la communauté, mais ils ne vont jamais essayer de prendre la place du leader. Et donc, ils ont une position très stabilisante pour l'équipe. De la même manière, on a des subordonnés qui vont aussi vouloir la place du chef. Et par exemple, on retrouve, Jane Goodall pense également à des leaders qui vont se retrouver challengés par des subordonnés. Comme à Gombe, où par exemple un subordonné va commencer à trimballer des caisses autour de lui, trimballer des fûts, faire un bruit énorme. Quelques-uns vont essayer de l'imiter, mais ils n'arriveront pas. Et comme ils n'arriveront pas, petit à petit, ils vont entrer dans la hiérarchie. Et quand il aura pris la place du chef, eh bien, curieusement, son agressivité va baisser. Et il va devenir beaucoup plus tolérant avec les personnes qui sont en dessous de lui, au niveau de son équipe, finalement, de subordonnés. Finalement, en fait, quand on vous écoute, on se dit que c'est le principe même de la démocratie, parce qu'il y a un président, mais heureusement, il y a des subordonnés qu'on appelle le peuple. Et est-ce que du coup, chez les animaux, c'est un peu le même principe? C'est-à-dire que c'est pas forcément un régime totalitaire, mais le régime démocratique permet d'évoluer, de progresser et même de faire avancer le chef? Oui, le chef a besoin de ce régime démocratique pour lui aussi se réaliser. Parce qu'en fait, le chef est quelque part choisi. Il s'impose, bien sûr, parfois par un combat face à face avec son prédécesseur. Parfois, d'ailleurs, ils se mettent à plusieurs, c'est le triumvirat à la romaine, pour démater effectivement le chef d'origine. Mais sur le fond, il a besoin de son équipe, puisque dans le monde animal, c'est plutôt la tolérance qui va primer. C'est plutôt l'empathie. C'est plutôt la collégialité, avec quelque chose de très positif. Autrement dit, un leader qui n'est pas juste aura beaucoup de mal à s'imposer sur du long terme. Il peut à un moment donné prendre le pouvoir si c'est le plus fort, mais il aura du mal à rester sur du long terme parce que la notion de justice sociale et la notion de s'occuper des plus faibles est quelque chose qui va beaucoup compter dans le monde animal pour le respect que l'on doit au leader et le simple fait qu'il reste leader parce qu'il aura ce côté bienveillant, empathique et altruiste. L'altruisme est finalement quelque chose de très développé dans le monde animal, beaucoup plus que l'égoïsme. En fait, un leader qui serait égoïste, ou même un subalterne qui serait égoïste, serait assez vite mis de côté. Il aurait moins de caresses de la part des autres, moins de grooming, donc dépouillage qui est une pratique sociale importante, et il aurait tendance à être rejeté plus ou moins fortement par la communauté. De même, le leader qui se montrerait égoïste, là aussi ne resterait pas longtemps en place et serait rejeté par le groupe. D'ailleurs, vous donnez comme exemple l'équipe chien-humain, et vous dites que les chiens sont plus performants quand ils ont une vraie complicité avec leur maître, ce qui est logique. Oui, effectivement, il y a plusieurs exemples comme celui-là. Il y a l'ascension du Licancabur, qui est un sommet chilien, 4700 mètres, et des équipes diades hommes-chiens ont été constituées, avec à la fois une équipe avec des chiens élevés à la dure,
avec les Américains, donc des contraintes, un langage dur, des ordres, pas du tout d'empathie. Et une équipe constituée par des chiens élevés par des maîtres à la française, donc beaucoup plus empathiques, tolérantes, bienveillantes, altruistes. Donc, on donne des caresses au chien, on le félicite, on lui donne des gâteaux, quand bien sûr il fait ce qu'on lui propose de faire. Et il se trouve que les chiens, à la montée de l'Higgant-Cabur, ont eu des comportements différents. Au début, c'était assez similaire dans les deux équipes. Et puis, au bout d'un moment, l'air a commencé à manquer aux chiens. Et les chiens ont une cage thoracique qui descend jusqu'en bas. Contrairement aux humains, nous, elle s'arrête à moitié. Et comme cette cage thoracique descend jusqu'en bas, les chiens, à un moment donné, ont un souci de respiration, ils s'étouffent. Et arrivé vers 4500 mètres, il restait 200 mètres de dénivelé à faire pour arriver au sommet, l'air commençait vraiment à se raréfier. Et là, les chiens qui avaient été élevés à l'américaine ont commencé à se rebeller contre leur maître, à grogner, à tenter de les mordre. Et donc, ils ont refusé d'avancer. Alors que les chiens élevés à la française ont préféré oser faire confiance à leur maître, continuer à avancer et à monter jusqu'au sommet. Et donc, le message qu'on peut donner par rapport à ça, si on fait la comparaison au niveau leadership humain, c'est la chose suivante, c'est qu'en situation de stress, quand une personne a eu avec vous quelque chose d'équilibré, d'empathique et finalement de bienveillant, on a tendance en tant que subordonné à plus suivre ce leader-là, qui va se montrer altruiste, bienveillant, empathique et juste. Alors qu'au contraire, quand on a un leader qui va se montrer très dur et ferme, la confiance ne sera plus là en cas de stress. Et donc les gens vont se bloquer, comme les chiens. C'est plutôt une morale sympathique. Merci.